Et un jour, je déjeune avec mon meilleur ami et je lui dis: «Écoute, j'ai envie de tout arrêter» parce que j'étais à moitié en larmes, c'est Oui. vrai. Il m'a dit une phrase et je voudrais la dire aux femmes et à tous ceux qui m'écoutent. Il m'a dit: «Tu sais, le problème que tu as, c'est que tu cherches et tu veux être aimé». J'ai dit: «Oui, c'est vrai». Il me dit: «Non, oublie ça. Maintenant, cherche à te faire respecter». Et si écouter, c'était déjà sauver une vie? Bonjour, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite, disponible sur Traspus. Rejoins également la communauté We Talk sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. Nous sommes présents partout, je serai ravie de lire tes messages. Aujourd'hui, je reçois une femme d'engagement. Ancienne sénatrice, ancienne vice-présidente du Sénat, une femme présidente de l'Enfant Bleu, l'association qui protège les enfants maltraités. Bonjour Isabelle Debré. Bonjour Nicole, Merci et bienvenue dans We Talk. merci de m'inviter. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui? Alors, me présenter, Isabelle Debré, je suis, une femme effectivement qui a toujours, eu quelques responsabilités, on va dire, mais toujours, j'essaie d'être tournée vers les autres. Je pense que c'est dû à mon éducation, je pense, à l'éducation que j'ai reçue de mes parents. J'ai une fille et j'ai 2 petits-enfants. Voilà. Très bien. Alors, dans cet épisode, We Talk parle d'échecs, de rebonds, de résilience. On va parler de ton parcours et des défis que tu as eu à relever tout au long de ta carrière et même dans ta vie d'engagement. Mmh. Mais avant cela, il y a un rituel à We Talk, c'est que je raconte, je présente à mes auditeurs mon invité grâce à un conte qui est inspiré de leur vie. Ce sont mes mots, ça n'engage que moi, c'est perfectible, mais c'est un cadeau que je veux t'offrir. Est-ce que tu es prête à Merci. l'écouter? Ah mais complètement, je serais ravie. Alors, Je suis même touchée. il était une fois une femme née à Lisieux un jour de mai 57. Elle s'appelle Isabelle Debré. Son nom de naissance, le Poitevin de la Croix-Vaubois, résonne comme un écho ancien, mais derrière cette noblesse, il y a surtout une éducation droite, simple, ancrée dans l'idée qu'une vie ne vaut que si elle sert à quelque chose. Chez les Poitevins, chez les Le Poitevin, on ne parle pas de réussite, on parle de service. Son père, à Versailles, s'occupe des sans-abri. Sa sœur, plus tard, consacrera sa vie aux résidents d'EHPAD. Et Isabelle, elle, sent très tôt que sa maison passera par les enfants. Les invisibles, les oubliés, ceux qu'on ne protège pas assez. Elle rêvait d'une grande famille, d'une maison pleine de rires. Le destin va en décider autrement. Elle n'aura qu'une fille, mais un amour immense et universel. Un jour, elle pousse les portes d'une association, l'Enfant Bleu. Elle pense donner un peu de son temps, elle y laisse une part de son cœur. Elle découvre la douleur murée des enfants maltraités, ces dessins d'école qui hurlent sans un mot. Elle apprend à écouter sans juger, à protéger sans bruit, et sans qu'elle le réalise encore, elle devient la voix de ceux qu'on n'écoute pas. Son engagement éveille les regards, un maire la remarque, et lui fait une proposition. Et si vous veniez faire bouger les lignes de l'intérieur? Et pour elle, ce n'est pas une carrière, c'est une continuité. Ce n'est pas une carrière dans la politique, c'est une continuité de terrain. Même devenue sénatrice des Hauts-de-Seine, vice-présidente du Sénat, saluée par ses pairs, elle garde les pieds dans la poussière des écoles, les yeux dans ceux des enfants. Car elle se bat pour que la loi entende ce que la société tait, que les crimes sur mineurs ne soient plus condamnés à l'oubli, que l'enfance devienne une cause nationale, pas une note en bas de page. Elle parle doucement, mais dans sa voix, il y a du feu. Et dans ses silences, parfois, une tristesse. Celle d'un combat qu'on ne gagne jamais vraiment. Car l'échec qu'elle affronte n'est pas personnel, c'est un échec collectif. Celui d'une société qui détourne le regard. Et pourtant, Isabelle continue, avec patience, courage et fidélité. Car au fond d'elle, elle croit encore aux valeurs de son enfance. Servir, aider et rester digne. Et quand Isabelle doute, elle repense à ses enfants qui, grâce à l'enfant bleu, ont retrouvé le sourire. Ces rires-là, dit-elle, valent tous les votes du monde. Aujourd'hui, présidente de l'Enfant Bleu et ambassadrice pour l'autisme, Isabelle Debré avance dans la lumière discrète de celles qui n'ont jamais cessé d'écouter. Et si l'on devait résumer son histoire, ce serait celle d'une femme qui a compris que la politique n'est grande que lorsqu'elle touche le cœur des gens et que le vrai pouvoir, c'est de tendre la main. Et c'est là, dans cet espace entre le devoir et la tendresse, que We Talk trouve son essence. Car derrière chaque parcours public, il y a une vie secrète. Et quand une femme comme Isabelle Debré accepte de raconter, ce n'est plus une interview, c'est une leçon d'humanité. Je ne sais pas si je mérite tout ça, mais en tout cas, je suis très touchée. C'est tout ce que je peux Ah ben bien dire. sûr que tu le Je suis très mérites. touchée. Merci beaucoup. Isabelle, c'est un beau cadeau que j'ai voulu t'offrir et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ma première question avant l'engagement, avant la vie politique, avant les succès, c'est quelle est ta définition de l'échec? Parce que
passe tous par là. La définition d'échec, c'est de ne pas aboutir à ce à quoi on aspire. Mmh. Voilà, c'est ça l'échec. Mais je pense que on se relève toujours d'un échec. Alors c'est un peu cliché de dire que tout ce qui ne tue pas renforce, mais j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup et je pense que dans la vie, et je le dis vraiment très sincèrement, lorsqu'on donne, on reçoit. Oui, Et c'est vrai que j'ai donné un petit peu, mais j'ai reçu tellement que j'ai l'impression de ne pas avoir donné assez. Et c'est vrai que, je vais te tutoyer, tu as parlé de mon père. Mon père nous a toujours inculqué ça. Mon père s'occupait effectivement des sans-abri à Versailles et il nous a toujours appris à regarder les autres, à écouter les autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'il nous a transmis et que l'on a tous, mes frères et sœurs, nous sommes 5, que nous avons tous mis en pratique dans notre vie. Et encore une fois, c'est tellement beau de donner et c'est presque égoïste parce que vous recevez tellement après que finalement, c'est ça le bonheur aussi. C'est le bonheur, c'est de voir que quand on donne, on fait plaisir. Il y a le sourire, il y a quelquefois effectivement quelque chose de plus important à l'enfant bleu. Quand on arrive à sauver un enfant, moi je le dis souvent, quand un enfant arrive à l'association, il a une plaie qui saigne, une plaie béante. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cicatriser cette plaie. Et l'enfant vivra avec sa cicatrice, parce qu'on ne se remet pas quelquefois des choses absolument abominables que les enfants peuvent subir, mais, mais on sait qu'on va l'aider à poursuivre sa vie avec cette cicatrice. C'est tellement formidable de voir qu'après, un enfant retrouve le sourire. Il arrive chez nous, il n'a pas le sourire, il est malheureux, il ne parle pas souvent, il est renfermé. Et grâce aux psychologues que nous avons, des psychologues formés au psychotraumatisme, l'enfant va pouvoir après vivre, se remettre à sourire. C'est quand même formidable, non? C'est ça qui rend heureux. c'est ça qui est formidable. On va revenir un petit peu sur toi. Quel est l'échec, le faux pas, que tu as vécu dans ta vie et qui, te permet aujourd'hui de te dire: «Sans cet événement-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui»? Alors l'échec, je ne sais pas si ce sont des échecs, mais peut-être, quelque chose, non pas que j'ai raté, mais que je n'ai pas eu. D'accord. Par exemple, je voulais 7 enfants. Je voulais beaucoup d'enfants. Tu voulais avoir combien d'enfants, toi? 7. Ah oui, Je voulais 7 enfants. c'est plus que ça Je ne évo sais pas pourquoi, mon père, ils étaient 8, ma mère, ils étaient 7. oui, Donc pour moi, je devais avoir 7 enfants. Bon, mes frères et sœurs ont plus d'enfants que moi et malheureusement, je n'ai eu qu'une fille et c'est pas un échec, mais quelque part, c'est certainement une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'occuper des enfants des autres qui étaient abandonnés. Voilà, je peux pas dire que c'est un échec, mais en fait, c'est quelque chose qui m'a marquée certainement. mais Voilà. pourquoi tu as enfin, si c'est je vais pas rentrer dans du voyeurisme, mais pour quelle raison tu n'as pas pu, Dame Nature ou le bon Dieu qui mmh veut, je ne sais pas, je n'ai pas pu en avoir d'autres. J'ai une D'accord. fille formidable qui est vraiment qui est toute ma vie, j'ai 2 petits-enfants extraordinaires aussi, mais je n'ai pas eu d'autres enfants donc voilà, alors je ne peux pas dire que c'est un échec parce que quelque part je ne suis pas pour grand-chose, mais c'est quand même quelque chose que tu me disais pourquoi enfin ce qui m'a amenée justement à m'occuper des enfants. Voilà. D'accord. Ça n'a pas été ma première vie. Ma première vie, j'étais dans la publicité, j'étais dans la télévision, j'étais dans la mode. Donc ensuite, j'ai monté ma maison de production de films et de PLV, de publicité sur les lieux de vente, D'accord. déjà spécialisée dans les enfants. Et ensuite, tout le monde, mon mari trouvait que je travaillais trop, etc. Donc j'ai un peu arrêté et je me suis dit non, il faut que je continue. Et n'ayant pas eu d'autres enfants, je me suis lancée dans cette association. Ça fait maintenant 33 ans que je suis bénévole dans cette association, qui D'accord. est une belle association, l'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée, qui est une très belle association. Ça mais effectivement. Mm. On va de toute façon, on va en parler, mais moi, en termes d'échecs, enfin, moi, je l'ai vu comme ça, après Oui. c'est le regard que je pose sur ton parcours, c'est les sénatoriales de 2017. Ah, alors oui, effectivement. Alors j'ai eu un parcours politique, assez long, hein, puisque j'ai commencé dans l'opposition, hein, dans ma ville. Après, j'étais première adjointe, après je suis devenue conseillère régionale, ensuite je suis devenue sénatrice ou sénateur, je ne sais pas ce que vous préférez dire. Et puis mes collègues m'ont élue, vice-présidente du Sénat, donc déjà il n'y en avait pas eu beaucoup. Je crois que à l'époque, j'ai été la plus jeune de tous les temps, je crois. Et puis en 2017, je me suis représentée et j'avais décidé que je ferais 3 mandats. J'en étais à mon 2e, ça faisait déjà 13 ans que j'étais sénatrice
Et il y a eu beaucoup de listes de droite, puisque j'étais de droite, si on peut appeler ça de droite. Moi, je suis gaulliste. Mais... Donc, il y a eu plusieurs listes. Et puis, les têtes de liste sont passées, les hommes. Et moi, j'étais deuxième sur la liste. Et il m'a manqué 14 voix sur 1800 et quelques. Mais tout le monde a dit, oh là là, Isabelle Debré, elle va faire une déprime, etc. Pas du tout. Je n'ai absolument pas fait de déprime. J'ai dit, bon, d'accord, c'est un échec, parce que là, j'aurais aimé encore faire un mandat. Mais si je n'ai pas été réélue, c'est que voilà, je vais faire autre chose. Et aujourd'hui, cet échec, finalement, ça a été formidable parce que j'ai changé de vie. J'étais encore vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine pendant 3 ans. Donc, je suis restée et j'ai décidé de ne pas me représenter 3 ans après. Et je suis restée à l'Enfant Bleu. Et là, je suis à plein temps, bénévole. Ça fait 33 ans que je suis bénévole, présidente bénévole, et j'ai pu accepter d'assumer la présidence parce que justement, j'avais premièrement du temps, plus d'engagement politique, et voilà. Donc finalement, et je suis pleinement heureuse, dans Wow. ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. Enfin, professionnelle, on va En dire tout cas, bénévole. ta vie d'engagement. Voilà. Hem, pour, clôturer un petit peu la parenthèse sur cette vie, politique, hem, est-ce que, pendant ta vie politique, il t'est arrivé hem, de trahir tes valeurs? Parce que Jamais, nous d'accord, jamais. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, et c'est peut-être aussi ce qui a forcé un petit peu le respect de mes collègues, oui. et peut-être aussi pour ça qu'ils m'ont élue vice-présidente du Sénat, alors que j'étais certainement pas la favori, on va dire. Je n'ai jamais renié mes valeurs et je ne les renierai jamais. C'est quelque chose, alors ça c'est de mon éducation. Si je ne suis pas d'accord, je m'en vais, je démissionne. Je vous donne un exemple précis. J'étais vice-présidente, enfin pas, pardon, je faisais partie du bureau national avec Michel Alliot-Marie au moment où il y a eu justement la possibilité du quinquennat pour le président de la République. Je n'étais pas d'accord avec ça. Moi, je trouvais qu'un septennat, c'était bien. Je n'étais pas d'accord avec un quinquennat. Donc, j'ai dit à Michel Alliot-Marie, je te propose ma démission. Et elle m'a dit, écoute, si je n'accepte pas ta démission, est-ce que tu peux rester dans ton bureau et ne rien dire, ne pas prêcher? Je dis, je peux me taire, mais je ne peux pas, comme l'a demandé à l'époque le président de la République, Jacques Chirac, aller partout pour convaincre les gens que c'était bien le quinquennat. Donc, je n'ai rien fait, mais je ne pouvais pas, j'étais contre. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça où si je suis contre, je ne peux pas faire semblant d'être pour. Ça, c'est pas mon caractère. Et c'est pour ça, je crois que je n'aurais peut-être pas été un très bon député, qu'il valait mieux que je sois sénateur pour justement rester avec, comme ça, parce que c'est un mode d'élection différent qui vous Oui. permet aussi plus facilement de ne pas avoir à, à plaire à tout le monde, je veux Oui. dire. Voilà, le mode de scrutin fait ça. Mais c'est mon caractère. Bon. Et c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas été réélue aussi, parce que voilà, je n'ai pas voulu faire ma propre liste, etc. Mmh. Et puis respecter mon parti politique. Voilà. Mais c'est très bien comme ça. C'est parfait. On va rentrer dans la partie True Talk, Oui. où là, dans cette partie, je pose 3 questions. Tu as connu dans ton parcours des détracteurs. Mhm. Comment tu gères quelle est la situation la plus difficile, la plus complexe, laquelle tu t'es dit: «Ouh là, comment est-ce que je vais m'en sortir?» dans laquelle les détracteurs t'ont mise? Ah, je crois que j'ai été très préservée et des détracteurs. Ah, je pense que j'aurais plus de mal aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux, hein, quand j'ai... Ouais, Alors, je suis pas vieille, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont arrivés plutôt vers 2010, si mes souvenirs sont bons, où vraiment ça s'est oui, développé. oui, oui, c'est ça. Euh, les détracteurs, non, j'ai Je pas eu. dirais donc, comment est-ce que tu gères la critique aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a Alors, j'ai beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un d'extrêmement susceptible, ce qui n'est pas une qualité, hein. Sensible est une qualité, je suis susceptible. Donc c'est vrai que j'aime bien qu'on m'aime bien, j'aime pas tellement les critiques, même surtout quand elles ne sont pas fondées. Donc si elles sont fondées, c'est difficile, mais à la limite, vous pouvez vous défendre. Quand elles sont infondées, c'est beaucoup plus difficile de se défendre. Mmh. Les rumeurs, les choses comme ça. J'ai pas eu trop à m'en plaindre, je dois reconnaître. J'ai pas été confrontée à ça. Non, j'ai pas eu vraiment ce genre de problème. J'ai eu beaucoup de chance, je Mmh. crois. Donc, je crois que pour une femme, c'est difficile. Il faut surtout être
extrêmement ouvert et en même temps avoir une certaine réserve. Parce que si vous êtes trop en avant, on va dire bah voilà, et si vous êtes trop dur, voilà. C'est vrai qu'il y a à mon époque, on ne disait pas qu'une femme avait de l'autorité. On disait un homme a de l'autorité. On Oui. disait une femme est autoritaire. On disait un homme a du charisme, une femme a du charme. Mmh. Je me souviens de ça. Je Oui. me souviens de ce genre justement de sémantique qui était un peu agaçant. Mmh. Mais voilà, ben, je crois que quand vous êtes dans la vie politique, les femmes savent qu'il faut encaisser. C'est Mmh. pas facile, c'est pas facile. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce que alors là, ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il faut ne pas répondre? C'est très difficile. C'est très difficile. C'est vrai. Je parle également de rencontres fortuites. La rencontre fortuite, pour moi, elle peut être hasardeuse, comme pas du tout. Et au cours d'une conversation, d'une situation, un conseil donné au hasard, voilà, tu le saisis au vol et ta vision de la vie change un petit peu. Ou voilà. Est-ce que tu as un cas de figure comme celui-là qui te vienne comme ça à l'esprit? Alors, oui, j'ai mon meilleur ami. Alors, c'est pas un cas de figure, c'est une phrase qu'il m'a dite, Oui. qui va un peu éclairer la question que tu m'as posée tout au début de ma vie politique. J'étais dans l'opposition et là, j'avais beaucoup de critiques parce qu'on pensait que j'allais prendre la place des uns et des autres. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Mmh. Et c'est vrai que je rentrais chez moi, j'ai failli arrêter la vie politique parce qu'on me critiquait beaucoup en disant oui, elle n'y connaît rien. J'étais conseiller municipal d'opposition de la plus petite commune des Hauts-de-Seine. Donc évidemment, j'étais voilà, un petit grain de sable. Et donc au début, on a essayé de me décourager quand même en disant oh là là, attention, si jamais elle prend de l'ampleur et tout. Et un jour, je déjeune avec mon meilleur ami et je lui dis écoute, j'ai envie de tout arrêter parce que j'étais à moitié en larmes, c'est Oui. vrai. Il m'a dit une phrase, et je voudrais la dire aux femmes et à tous ceux qui m'écoutent. Il m'a dit, tu sais, le problème que tu as, c'est que tu cherches et tu veux être aimé. Ben, j'ai dit, oui, c'est vrai. Il me dit, non, oublie ça. Maintenant, cherche à te faire respecter. Et après, peut-être, tu arriveras à te faire aimer. Mais au début, c'est difficile, on ne te connaît pas, etc. Et dans la vie, en général, il faut essayer d'abord de se faire respecter. Oui. Si vous vous faites respecter, après, vous allez pouvoir essayer de vous faire aimer. Mais au début, on ne vous connaît pas, on ne sait pas, etc. Donc, on ne peut pas vous aimer. Et ça a changé totalement ma vision. Oui. Et ce jour-là, j'ai dit, OK. Et j'ai continué la politique et j'ai continué pendant de nombreuses années. Mais Mais j'ai failli tout arrêter. ce conseil, Oui. j'en fais mien. Oui, et je pense que c'est quelque chose, donc c'est pas une rencontre parce que c'est toujours d'ailleurs mon meilleur ami, mais ce jour-là, il a déclenché quelque chose, cette Mmh. phrase a déclenché quelque chose. Je me souviens encore dans quel restaurant c'était, à quel endroit, c'était pas loin d'ici d'ailleurs, c'était à Levallois. Donc je me souviens de tout, de l'endroit, de l'heure presque. Quand il m'a dit cette phrase, je suis rentrée chez moi, je dis mais il a raison en fait, ça sert à rien de se faire aimer. Il faut d'abord se faire respecter, et surtout quand vous êtes une femme. Je parle de la rencontre de la personne providence. La personne providence, elle t'ouvre la porte là où personne ne l'aurait fait avant, ni après d'ailleurs. Mais c'est cette personne qui change ton destin, j'ai presque envie de dire. Alors oui, j'ai deux personnes, mais surtout une, c'est André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, Oui. qui un jour, j'étais toujours conseiller municipal d'opposition, qui un jour m'a demandé si je voulais bien être sa députée suppléante. Députée suppléante, moi j'avais pas fait de politique, je vous dis, j'arrivais de la télévision, de la mode, voilà, de la publicité. Et il m'a demandé d'être sa députée suppléante, alors que je faisais de la politique depuis même pas 1 an et demi, 2 ans. Et j'avoue que j'ai un peu hésité parce que je lui dis: «Mais attendez», et il m'a dit: «Lancez-vous, vous en êtes tout à fait capable». Et Mmh. c'est lui, vraiment, au départ, qui m'a mis le pied à l'étrier, vraiment. Avec le maire, de Vanves qui est venu me chercher au départ, Didier Morin, qui est venu me demander d'être sur sa liste. Mais celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui a eu confiance en moi, qui m'a dit: «Allez-y, vous en êtes capable» et cetera, c'est André Santini. Waouh, on me dit merci. Oui, je lui dis merci. Mais je lui ai déjà dit. Et d'ailleurs, j'ai prévenu 2 personnes que j'arrêtais la vie politique, à qui j'ai téléphoné, et entre autres André Santini. Il y a l'actualité qui m'a touchée, c'est l'affaire Mazan, une affaire familiale dramatique. Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Pelicot, a accusé son père également d'abus et s'est sentie pas soutenue par sa mère concernant cette affaire. Comment
qu'est-ce qui, selon toi, en fait alors je vais reposer la question. Voilà, Ah, laisse-moi poser une j'ai question. j'ai j'ai, Après, voilà, oui, question, c'est, c'est parfait, c'est parfait. OK. Si on ne sait pas de quoi tu En parles, fait, c'est que j'ai perdu un Oui, petit parce peu que le l'affaire Mazan, les gens, ils connaissent pas ouais. forcément. Donc, faudrait, vraiment ouais, très court, mais qu'on... OK, d'accord. parce qu'à la limite, tu n'es pas obligé de prendre cet exemple. Tu peux prendre un exemple que les enfants ne sont pas soutenus par les parents, souvent. C'est parce que chez elle, comme c'est un peu, Ouais, 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 ouais. bon. Alors 3, 2, 1. Il y a une affaire, qui m'a touchée, c'est celle de l'affaire, Mazan où, Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Pelicot, ne s'est pas sentie soutenue par sa mère lorsqu'elle a parlé des abus que son père a vécus. Comment, selon toi, une mère peut être à la fois victime et retenue coupable par sa fille, par son enfant, de ne pas l'écouter? Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après le procès. C'est après le C'est procès. après le procès. Alors, c'est très difficile, de vous répondre parce que souvent les mères, c'est vrai qu'elles, elles se disent: «Mais non, ils fabulent, c'est pas vrai», Sachant et qu'elle-même, elle a été victime. oui, oui, je sais, je suis pas au courant de ça. Honnêtement, je connais pas l'affaire Mazan, bien sûr, de Gisèle Pelicot, ce qu'elle a subi, mais en ce qui concerne sa fille, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'elle est encore dans son traumatisme et qu'elle a du mal à accompagner sa fille dans le propre traumatisme de sa fille? C'est très difficile. Là, je peux pas répondre à ta question, pardon. Il y a pas de souci. Aujourd'hui, quand un enfant franchit les portes de l'enfant bleu, Oui. comment il est accompagné et comment on fait pour que la parole soit libérée? Alors, c'est une excellente question. D'abord, en général, quand l'enfant arrive, il est accompagné de ce que nous, on appelle son adulte protecteur. D'accord. Hein, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle l'adulte protecteur. Alors, si c'est le père, par exemple, qui abuse de son enfant, c'est souvent la mère ou un grand-parent ou quelqu'un de la famille, parce qu'on sait très bien que 80% des abus sexuels ou des maltraitances se font en intrafamilial, à l'intérieur de la famille. Il y a 20% qui se fait à l'extérieur, mais la plupart des agressions se font à l'intérieur de la famille. Donc souvent, il y a un adulte référent ou un adulte protecteur et que l'enfant identifie et auquel il va à laquelle, pardon, cet adulte ou la personne protectrice, il va se confier. Et c'est cette personne qui va alerter l'enfant bleu, qui va alerter les personnes pour aider cet enfant. Une fois que l'enfant arrive à l'enfant bleu, bien évidemment, il va être accompagné par des psychologues, comme je vous le disais, formés au psychotraumatisme. N'importe quel psychologue ne peut pas accompagner un enfant qui a été victime d'abus sexuels ou d'abus physiques. Donc, c'est vraiment des psychologues formés au psychotraumatisme. Et il aura aussi des juristes et ce qu'on appelle un écoutant, sont des personnes bénévoles, Oui. qui sera affecté à cette petite victime. Donc, cette petite victime aura 3 personnes, une juriste, une psychologue et un écoutant bénévole qu'elle aura systématiquement au téléphone quand elle en aura besoin. Voilà. Donc après, il y a tout un cheminement pour que l'enfant ensuite puisse, comme je vous le disais tout à l'heure, vivre avec sa cicatrice. Comment est-ce que tu peux expliquer, Isabelle, le silence familial autour de ces drames? Et comment est-ce qu'on peut, agir sans casser toute la dynamique familiale? C'est ça qui est difficile, c'est que très souvent, il y a une omerta, parce que l'omerta, c'est quelque chose de très important. On ne dit pas, on ne parle pas de ces choses-là. La parole se libère maintenant, beaucoup plus facilement. Moi, ça fait, comme je vous le disais, 33 ans, 34 ans que je suis à l'association. Je vois quand même une très nette évolution positive. Oui. Je vous donne un exemple, et ça, l'association L'Enfant Bleu y a beaucoup travaillé. Il y a donc, au début, il y a à peu près 30 ans, la prescription était de 10 ans quand je suis arrivée à l'Enfant Bleu. Ensuite, elle est passée à 20 ans. Oui. Grâce à l'Enfant Bleu, vraiment, qui a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup de choses avec notre avocat, Yves Crespin, qui malheureusement est décédé, mais qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce sujet. Et puis là, maintenant, c'est passé à 30 ans, grâce à toutes les associations, tous ensemble, on a travaillé avec le ministre, Monsieur Dupond-Moretti et Adrien Taquet, avec qui nous avons beaucoup travaillé, pour faire passer cette prescription à 30 ans et avec ce qu'on appelle la prescription glissante. Oui.
C'est très important ça, de savoir ça, même pour vos auditeurs. C'est-à-dire que si la prescription est passée, que vous avez été victime il y a 35 ou 40 ans, il faut quand même porter plainte, il faut quand même se signaler parce qu'il y a certainement d'autres enfants qui ont subi la même chose avec le même prédateur. Et donc, même si c'est prescrit pour vous et qu'il y a d'autres personnes pour qui ça n'est pas prescrit, vous allez rentrer dans le cheminement judiciaire. Et ça, c'est très important parce que pour se reconstruire, il faut que la victime soit vraiment reconnue comme victime, même Ouais. s'il n'y a pas de dommages et intérêts, etc. Si la personne est reconnue comme victime, elle va se reconstruire. Elle va se dire, mais moi, j'y suis pour rien, je suis une victime. C'est très important pour la reconstruction que la personne soit reconnue comme victime. C'est le plus important. Quand ton enfant franchit l'enfant bleu, les portes de l'enfant bleu, quels sont les premiers mots qui lui sont... Tout dépend de l'enfant. ouais. Mais souvent, s'il est accompagné par son adulte protecteur, Mm. Il se sent soulagé et il a en face de lui des personnes bienveillantes qui ne lui veulent que du bien. Mm. Donc, petit à petit, dans le cheminement, il va commencer à parler, à raconter. Ça peut être quelquefois très long, hein. Et je peux vous dire, on a aussi à l'Enfant Bleu, on a monté des groupes de parole pour adultes ayant été victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Vous pouvez pas avoir. On a une liste d'attente absolument énorme Ouais. parce que ces personnes ont été victimes dans leur enfance et n'ont jamais parlé. Donc, quelquefois, elles ont non pas oublié, mais c'était au fond de leur mémoire. Et ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Et tout à coup, hop, ça va revenir. Sur une photo, sur une odeur, sur une image, tout va remonter à la surface. Et là, c'est terrible. Et je vais vous donner un exemple. Nous avons marqué, par un petit événement, l'existence des 30 ans de l'association. Ouais. Et il y a une femme qui a dit, moi je veux témoigner, à visage découvert, vous allez me filmer et je vais dire ce qu'a fait pour moi l'Enfant Bleu et je veux témoigner pour les autres victimes. Et cette femme, elle a dit quelque chose de formidable. Elle a dit, voilà, tout m'est revenu, tout est revenu, c'était pour moi terrible, j'étais en train de me noyer. J'ai appelé l'Enfant Bleu. Ils ne m'ont rien promis, ils m'ont écouté, ils m'ont accompagné, ils m'ont sauvé. Pourquoi? Parce que je pense que cette femme, si elle n'avait pas été accompagnée, elle aurait pu commettre l'irréparable. Elle aurait pu. Et on l'a accompagnée et maintenant, et voilà, elle a eu une écoute. Et c'est terrible quand l'amnésie traumatique est quelque chose de très très dur et très lourd. Et si tout à coup tout revient, la personne elle est noyée, complètement noyée. Donc il faut l'écouter, il faut l'accompagner, il faut lui expliquer, et elle sera reconnue comme victime. On lui dira mais tu n'y étais pour rien, Oui, tu bien étais sûr. une enfant, tu ne pouvais pas te défendre. Et tout ça va cheminer et va tout va, je vais dire, se calmer, si je peux m'exprimer ainsi. On n'oublie jamais, Mm. mais on peut vivre si on arrive à être reconnu et se dire bah, c'est pas ma faute. Oui, bien sûr. Comment, le récit de ces enfants-là, enfin, comment tu as réussi à trouver ton équilibre entre c'est un bel engagement, c'est beau, mais ça peut être très très lourd. Et comment toi tu as pu trouver ton équilibre et continuer d'être engagé comme ça sur plus de 30 ans? Alors, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une vie privée équilibrée. Oui, C'est très important de pouvoir en parler chez soi. Puis j'avais ma petite fille qui n'a jamais été maltraitée. Mais c'est vrai que c'est très lourd. Alors maintenant, en tant que présidente, je suis un peu plus protégée parce que je n'ai pas affaire directement à l'enfant. oui, En revanche, lorsque l'on se constitue partie civile, c'est-à-dire qu'on décide de rentrer dans le procès d'une victime, ça c'est terrible parce que c'est la présidente qui a le dernier mot, qui oui, accepte ou pas de se constituer partie civile, que l'association se constitue partie civile. Et là, vous êtes obligé d'être complètement informé de ce qui s'est passé pour cet enfant. Et ça, c'est terrible. Parce que les récits, et de lire en fait ça, et il y a des affaires pour lesquelles c'était terrible à lire ou même à entendre oui. quelquefois. Moi, je me souviens de l'histoire du petit garçon qui s'appelait Bastien, qui a été enfermé dans une machine à laver le linge. Et la parole de la sœur, petite sœur qui a assisté à tout ça, ça, il y a des choses comme ça où même encore maintenant, j'y pense, des années après, Oui. et je n'oublierai jamais. Il y a des choses comme ça, des cas où vous ne pouvez pas oublier. Vous ne pouvez pas oublier. Qu'est-ce que C'est ça t'a appris toi sur
Ah, ça sur toi-même? alors sur moi-même ou sur les humains en général? Ah, toi et les êtres humains, Ah ben, je me suis aperçue surtout que la cruauté, des hommes, avec un grand H, oui, n'a pas de limite, n'a pas de limite et je dis souvent que ce que je vois, je suis pas sûre qu'un animal ferait ça à son parce que c'est petit. pire que regarder un film d'horreur, là. Ah mais quelquefois c'est monstrueux, vraiment et quelquefois, l'être humain peut devenir, je dis bien l'être humain, Oui. parce que comme si je dis homme, on va me dire les femmes. Non, l'être humain n'a pas de limite dans l'horreur. Ça, je l'ai appris. Sur moi, ce que j'ai appris, c'est que, je crois que ça m'a donné, une énergie aussi, même dans vous voyez, quand je faisais de la politique, comme je continuais à être au sein de l'Enfant Bleu, Oui. active au sein de l'association, mes collègues ne savaient pas. Parce que je ne voulais pas me servir de cette cause pour ma vie politique. Alors maintenant, ils le savent, ce qui m'aide d'ailleurs aujourd'hui, ce qui est de l'association, parce que quand nous sommes auditionnés au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour faire avancer les lois, Oui. ils savent que j'ai eu un passé politique, et j'ai même encore des anciens collègues au Sénat qui m'auditionnent, donc ça c'est plutôt sympathique, mais ils ne savaient pas à l'époque, parce que je ne voulais pas mélanger les choses, Oui. et je ne voulais pas politiser l'association. Je trouvais que c'était très important que notre association était areligieuse et apolitique. C'est très important. Et donc, ce qui m'a appris aussi sur moi, c'est de dire, bon, ben voilà, les choses importantes, enfin, les petites choses graves, je les relativise. Oui. Quand on m'attaquait, par exemple, et on m'a pas beaucoup attaqué, il faut être honnête, hein, je ne veux pas dire que j'ai été très attaquée, mais un petit peu quand même, je me disais, bon, allez, reste zen, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Et c'est vrai Mmh. que, en compagnie, on dit toujours ça. Ma grande phrase, c'est ma famille dit toujours ça, ma grande phrase, c'est: «Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie» et je crois que c'est ça qui est important, c'est que ça m'a appris à relativiser certaines Oui. choses. Et sur, ta manière d'être mère? Alors sur ma manière d'être mère, heu, quand je suis rentrée à l'association, ma fille, avait déjà 4 ans et demi, 5 ans. Elle était Oui. déjà enfin elle était pas bébé. Ce qui m'a appris, c'est de la protéger et en même temps de lui dire la vérité, c'est-à-dire attention à telle et telle chose. C'est vrai que je me souviens que quand elle a été à 18 ou 10 oui 18-19 ans, elle a eu son permis, je lui offre une voiture et je lui ai dit: «Écoute, je t'achète une voiture avec, les vitres automatiques, vous savez, qui se ferment et cetera» et je lui ai dit: «Écoute, ce que je veux, c'est que quand tu es, en voiture, tu t'enfermes». Vous voyez, j'avais déjà ce réflexe. Mmh. Et tout le monde me disait: «Mais enfin, c'est ridicule». Ah si, 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 pour moi, je veux qu'elle ait la clim dans sa voiture parce que je veux que les fenêtres soient fermées. Tout le monde s'était moqué de moi à l'époque, hein. Eh bien, j'ai bien fait parce qu'un jour, 3 hommes sont arrivés sur son capot de voiture pour ouvrir sa voiture et elle avait fermé sa porte à clé avec la clim et c'est pour ça que j'avais dit tout le monde m'a dit: «Mais tu lui donnes des goûts de luxe, tu lui donnes la clim dans sa voiture» et c'était pour cette raison. Donc, vous voyez, déjà à l'époque, j'avais un petit peu, voilà, j'avais un petit peu peur. Je disais: «Oh là là», bon. Donc ça lui a appris aussi à être prudente. Ma petite fille, c'est pareil, on lui apprend à être prudente. Pas avoir peur, mais être prudente. Voilà, faut pas être, Paranoïaque. non, faut pas être paranoïaque, c'est ridicule. Mais être prudente et c'est pour ça qu'en voiture, quand vous êtes seule en voiture, bah, d'ailleurs maintenant les voitures, elles se ferment automatiquement. Mais à l'époque, c'était pas le cas et je lui avais dit: «Tu fermes tes portes à clés, tu fermes tes vitres et tu mets la clim». Donc s'il fait chaud et c'est vrai que ça me revient maintenant, vous voyez, des années Mmh. après. Heu, être prudent, pas être paranoïaque, Oui. prudent. Si, tu avais une baguette magique aujourd'hui et qu'on te donnait encore, pouvoir politique, qu'est-ce que tu mettrais en place pour, changer les choses? Ah, c'est une bonne question. Je crois que je pense développer certaines choses dans les écoles. Oui. Par exemple, l'association L'Enfant Bleu fait beaucoup de prévention dans les écoles. C'est vraiment quelque chose on accompagne les victimes, comme je te l'ai dit, on fait avancer les lois, mais aussi on fait de la prévention dans les écoles et je Mmh. pense qu'il y a un problème dans notre éducation nationale et je le dis clairement et sans langue de bois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelquefois, pour des raisons, de beaucoup de femmes seules et cetera, elles n'ont pas forcément le temps. C'est pas une critique, hein. Mmh mh. C'est pas du tout je ne critique pas les mamans, elles font tout ce qu'elles peuvent pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les téléphones portables, est-ce que l'enfant est vraiment à l'écoute des parents? Est-ce que les parents ont suffisamment de temps pour les enfants? Je ne sais pas. Mmh. Je pense que l'éducation se fait bien sûr au sein de la famille, mais aujourd'hui,
Avant, on appelait ça l'instruction et on dit l'éducation nationale maintenant. On disait l'instruction publique. Oui. Je crois qu'il faut donner un petit peu de temps à l'école pour justement être à l'écoute des enfants. Et nous, on fait de la prévention dans les écoles et je peux vous dire que 99% des fois où on vient dans l'école, nous avons des révélations. Et c'est au sein de l'éducation nationale et au sein de l'école, souvent, que les enfants se signalent, où on a beaucoup de signalements d'alertes Oui. par les écoles. Donc, peut-être que j'essaierai de faire en sorte de laisser un peu de temps, justement, aux associations pour venir. Et là, aujourd'hui, ce ne sont pas des obligations, ce sont les écoles qui nous appellent pour venir, justement, expliquer aux enfants Oui. leurs droits, leurs devoirs aussi. Il n'y Oui. a pas que des droits, il y a aussi des devoirs. On essaie de leur expliquer tout ça. Nous avons d'ailleurs l'agrément national maintenant par l'éducation nationale, donc on peut aller dans toutes les écoles pour faire justement de la prévention, leur expliquer. Et je pense que c'est très très important. Donc je ne sais pas comment on pourrait faire en sorte. Alors il y a déjà aussi ce qu'on appelle le programme EVAR, c'est-à-dire un peu d'éducation à la vie sexuelle des enfants, mais il n'y a pas que la vie sexuelle, il y a aussi leur apprendre qu'ils ont le droit de dire non, Oui. que leur corps, c'est leur corps, etc. Donc, je pense que c'est complémentaire avec l'éducation nationale et peut-être, est-ce qu'il faut, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça et aussi, comment expliquer, euh, problème de formation. Oui. La formation des professeurs, de toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants, arriver à faire une formation encore plus à l'écoute des enfants. C'est difficile, hein, c'est difficile, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années, vraiment. Non, non, je dirais toujours qu'il y a encore beaucoup à faire, mais beaucoup a été fait. Il faut être honnête, il faut être honnête. Et qu'est-ce qui te rend fier quand tu vois la jeunesse d'aujourd'hui? Qu'est-ce que quand tu Leur les... énergie, Ah, leur énergie, les jeunes ont plein d'énergie, ils sont pleins d'énergie et quelles que soient leurs origines, l'énergie de ces jeunes est merveilleuse. Et ce que je voudrais aussi, c'est un petit peu les sortir de leur smartphone, comme on dit. hmm, J'aimerais aussi, alors ça aussi c'est une chose, il y a des expérimentations pour interdire les portables, oui, et ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Il ne faut pas supprimer les portables pour les enfants, mais il faut qu'il y ait des moments où ils n'aient pas leur portable. Mais c'est aussi très difficile. On leur dit pas de portable. Et à côté de ça, Pronote et toutes les choses des écoles, c'est sur le portable ils ont accès à tout ça sur leur portable. Il ne faut pas le portable, mais en même temps ils en ont besoin. Donc tout ça, c'est difficile. Et puis avec l'intelligence artificielle, ils vont avoir de plus en plus ah besoin oui, et envie d'aller sur leur portable. Mais il faut faire attention que ça ne les désocialise pas, c'est-à-dire qu'il y ait encore des contacts avec leurs copains, avec leur famille, avec leurs parents. oui. Et moi, je suis peinée quand je vois des parents qui sont avec leurs enfants au restaurant. Personne ne se parle et chacun est sur son portable. C'était d'abord là que ça Non, commence. voilà, ça va pas. Ça va pas. Moi, quand j'ai mes petits-enfants à table, il n'y a pas de portable. Après, ils vont reprendre leur portable. Mais au moins que le déjeuner ou le dîner soit un moment convivial, où on peut échanger avec son papa, avec sa maman, avec ses frères et sœurs, avec Hmm. ses oncles, avec ses tantes, avec ses grands-parents. Les grands-parents, ils ont plein de choses à apprendre à leurs petits-enfants. Ils ont une Est-ce qu'il expérience. te trouve à ce moment-là, la mamie relou? Non, moi, mes petits-enfants, ils adorent. Non, Ah non, oui, non. d'accord. Ah non, non, non. Et je peux vous dire, mon petit-fils a 18 ans, ma petite-fille a 16 ans. Oui, Bientôt, pas encore. Et on a des discussions formidables. Et ils ont d'accord. plein de choses à m'apprendre. Ouais. Alors, ils m'apprennent plein de choses sur les smartphones, etc. Et moi, j'ai d'autres choses à leur apprendre. Non, ils ne me trouvent pas du tout relou. Non, non, pas du tout, c'est pas vrai. Alors, Et je leur fais pas la leçon non plus, hein. ah, Non, non, d'accord. non, quand on est ensemble, c'est pas, je leur fais pas, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Non, 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 pas du tout. Comment on fait pour devenir parent accompagnant à l'enfant bleu? Alors, on peut pas devenir, comment vous dites, Tu m'as dit quand un enfant arrive à l'enfant bleu, il est accompagné d'un... ah ben, c'est en général la personne qui nous Un a ac- alertés. Ah, d'accord. C'est ça. Ok. Donc la personne qui nous a alertés, qui nous dit voilà, et qui va venir avec son enfant, son petit enfant, Oui, d'accord. ou la personne. En général, c'est l'adulte de confiance qui accompagne l'enfant. Ok, Mais d'accord. après, il accompagne l'enfant, mais l'enfant est seul avec sa psychologue, hein. Oui. La personne attend dans la salle d'attente. Et si on veut soutenir, accompagner, aider, comment on Alors, il y a fait? plusieurs possibilités. Bien sûr, il y a le côté financier, hein. Tout le monde peut faire un don à l'association, peut faire un leg
à l'association. Bon, ça, c'est le côté matériel, je vais Oui. dire. Il y a aussi le mécénat de compétences, c'est-à-dire vous pouvez aussi apporter votre expérience, vous pouvez aussi faire des dons autres que de l'argent. Donc ça, c'est des choses où vous pouvez aussi faire des actions pour l'association. Mmh. Il y a des sociétés, des compagnies qui organisent, je sais pas, un tournoi de foot ou je sais pas quoi, et puis l'argent est pour l'association. Enfin, Oui. il y a des tas de choses comme ça. En revanche, si vous voulez vous impliquer au sein de l'association, alors ça, c'est beaucoup plus lourd parce que vous avez besoin de consacrer une journée complète par semaine. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les écoutants. D'accord, les écoutants, c'était Voilà. ça. Donc, ils sont au téléphone et une journée par semaine, la petite victime, c'est que tous les mardis, elle aura son écoutante. Donc, elle appelle, mais c'est un gros travail, c'est un gros investissement. D'ailleurs, ils sont formés, hein, ils sont Oui. formés, ils Oui. sont accompagnés aussi parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et ensuite, alors, c'est un processus très particulier à l'association, c'est qu'ils ont la petite victime régulièrement au téléphone et ils font ce qu'on appelle une collégiale toutes les semaines avec la psychologue, la juriste qui suit cet enfant. D'accord. Donc, parce que l'écoutante n'a pas forcément toutes les compétences pour répondre à toutes les questions. Donc, c'est très important. Si vous voulez, la victime, comme je vous ai dit, elle sera accompagnée par 3 personnes. Mmh. Psychologue, écoutant et juriste. D'accord. Donc, et une collégiale toutes les semaines sur ce cas précis. C'est un processus très particulier à l'Enfant Bleu. C'est très, très personnalisé. D'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi, Isabelle, dans 50 ans? Oh, j'aimerais qu'on dise que j'étais une chic fille. Voilà, c'est tout, j'espère. Et puis que j'espère avoir participé dans mon tout petit niveau à avoir peut-être accompagné des enfants et avec Laura Morin, la directrice générale de l'association, qui est là aussi depuis longtemps, Oui. puisqu'elle est là depuis plus de 10 ans. Et oui, même plus que ça. Et depuis que je suis présidente, elle est directrice générale, donc depuis 7 ans. Donc on travaille main dans la main et avec toute l'équipe. Et nous avons une équipe formidable. Et moi, je ne suis qu'un petit chef d'équipe. Mmh. Voilà, je dirais, je suis un petit chef d'orchestre et puis il y a toute une équipe derrière. Et moi, toute seule, je ne suis rien du tout. Donc, je voudrais ici d'ailleurs remercier toutes les personnes de l'association, tous les bénévoles de l'association, tous nos donateurs, nos grands mécènes. Nous avons créé un petit logo qui s'appelle Partenaires engagés, qui sont des mécènes, enfin des sociétés qui Mmh. nous donnent un peu d'argent tous les ans. Il faut savoir qu'il y a 60% d'avoir fiscal, donc c'est très important pour eux d'avoir cet avoir fiscal et très important pour nous d'avoir ce soutien financier. Et ils en parlent aussi, c'est important. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'accepte ce genre d'interview, non pas pour moi, mais pour l'association. Pour moi, c'est ça qui compte, c'est ma vie. Si tu devais dire une dernière chose à la petite Isabelle, d'il y a longtemps, pas si longtemps que ça non plus, mais allez, 3 ans, Quand j'ai 4 ans. euh, la petite Isabelle, Oui, la c'est-à-dire, petite Isabelle, la petite le Poitevin alors, c'est pas le Poitevin, c'est de la de Croix-Vaubois. la Le de Poitevin, on le disait pas. ah oui, d'accord, OK. Enfin, sur la carte d'identité, c'est le Poitevin de la Croix-Vaubois, ce qui était très très long. Oui, c'est Donc long. à l'école, on disait de la De Croix-Vaubois, la ça, Croix. ça suffisait, hein. Bon, Bon, cette petite fille-là. cette petite fille, ben écoute, elle a, elle a grandi, cette petite fille, et elle avait des frères et sœurs et tout. Et puis ben, elle est allée s'occuper des autres. Voilà. Et je peux dire aussi un merci à mon père, à ma mère peut-être, et à mes frères et sœurs. Voilà, on a été une famille où on est unis et surtout on nous a appris à aller vers les autres, un peu d'altruisme. Et je Mmh. pense que, vous savez, quand je recevais des jeunes au Sénat, je leur disais, il y a 2 mots très beaux dans la langue française. Maman, parce que je trouve que la maman, elle donne la vie. Le Oui. papa est important, bien sûr, mais la maman, voilà, ça sort du ventre de la maman. Et le mot respect. J'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'aimer votre petit copain de classe. Vous n'êtes pas obligé. Je ne vous demande pas de l'aimer. Je vous demande juste de le respecter. Oui. Respectez-le. Vous voyez? Et ça, quand mon meilleur ami m'avait dit, cherche à te faire respecter, j'ai transmis ça aux jeunes qui venaient au Sénat. Et il n'y a pas très longtemps, je rencontre dans la rue quelqu'un qui doit avoir maintenant 25 ans, qui me dit, mais vous n'êtes pas Isabelle Debré? Eh ben, je dis si.
Il me dit: «Mais je suis venu visiter le Sénat et je me souviens que vous m'aviez dit que les mots les plus importants pour vous, c'était maman et respect». Quel bonheur pour moi! J'ai trouvé ça magnifique. Je ne pouvais pas savoir, j'avais les larmes aux yeux. Parce que je crois que si tout le monde, les mondes entiers apprenaient à se respecter, pas à s'aimer, Oui. à se respecter, croyez pas que le monde serait meilleur? Ah, mais Voilà. 1 million de fois plus, oui. Et je crois que c'est très important parce que si on apprend ça dans le plus jeune âge, regardez le nombre de, 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 de- de parents maltraitants, il y en a beaucoup qui ont été maltraités. Donc ils Oui. reproduisent. Si on les avait respectés, si on ne les avait pas maltraités, ce ne seraient pas des parents maltraitants aujourd'hui. Mm. Tous les enfants maltraités ne deviennent pas parents maltraitants. Attention. Mais il y a beaucoup d'enfants maltraités qui deviennent aussi quelquefois des parents maltraitants. Donc apprenons le respect dès le plus jeune âge. Et ça, après, on aurait une société magnifique. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de ces enfants. Oui. C'est l'avenir de notre société. Et je suis complètement Donc, d'accord. il faut nous aider à l'Enfant Bleu ou partout. Il n'y a pas que nous, hein, mais il faut vraiment prendre soin de ces enfants. C'est l'avenir de notre société. Écoute, je te remercie Isabelle pour ce Merci beaucoup, moment, Nicole. pour cet échange authentique, humain. Pour quelle raison, alors tu vas devoir regarder la caméra et dire pourquoi on devrait regarder cet épisode de We Talk? Regardez cet épisode qui, j'espère, vous donnera l'envie de passer un message de respect les uns vers les autres et puis parler de l'association L'Enfant Bleu et venez nous aider d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup Isabelle. Merci, Nicole. Merci également à vous d'avoir écouté cet épisode. Il est disponible sur Trace Plus et abonnez-vous à Trace grâce au code Trace Plus qui apparaît juste en bas de l'écran. Vous avez 3 mois gratuits. Rejoignez la communauté WeTalk sur Instagram, LinkedIn, TikTok. Je serai ravie de lire vos messages. Et bien sûr, comme l'a dit Isabelle, aidez, soit rejoignez l'Enfant Bleu et surtout écoutez. Et le courage, c'est parfois aussi simplement le fait de parler quand tout pousse à se taire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.